fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent. Très chic. Refais ce geste. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en quadruplex de Shanghai, Paris, Marseille et Biarritz. Je suis votre hôte Mad Max et les ferrailleurs sont... Laurent Vachaud. Oh Jeff Domenech, tous les chemins mènent à Romy. Philippe Sedbon, il fait un temps à Biarritz, hideux. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur César et Rosalie, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour parler du chef-d'œuvre de 1972 de Claude Sautet. 1972, année dominée au box-office par Orange Mécanique, dont nous avons parlé récemment, et par Il était une fois un flic, dont nous allons parler bientôt, un des premiers films comme scénariste de mon père, qui nous écoute chaque semaine et que je salue au passage. Cette année voit également naître Dwayne Johnson, The Rock, qui à l'époque n'est encore qu'un petit gravier, et Jean Dujardin, un des nombreux amis de Jeff, surnommé l'homme qui murmurait à l'oreille des stars. Et maintenant, avant qu'une autre star ne nous pitche le film, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le show. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lénoff. Et maintenant, c'est au tour de Philippe, un homme qui, heureusement, n'a pas la langue dans sa poche, ce serait embêtant pour un podcast, de nous résumer le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Rosalie est une jeune femme des années 70, libre, mère d'une petite fille, et qui vit avec un ferrailleur grande gueule, tonitruant, qui s'appelle César. Ils vivent ensemble, heureux, il est plus âgé qu'elle, mais ça se passe très bien, jusqu'au jour où David, son ex, l'ex de Rosalie bien sûr, revient en France après un long séjour aux États-Unis et il renoue. Et à partir de là, c'est pas seulement un drame de la jalousie, c'est aussi un drame de l'amitié, un drame de l'amour déçu, un drame même de la violence un peu. Et donc ça va se dérouler entre Paris, Noirmoutier, Sète, des allées-venues qui vont finir pas du tout en tragédie. Bravo mon Kino Buddy, et voici venue l'heure pour Laurent, Jeff, Philippe et les autres de nous parler du film, de son casting et bien sûr tout d'abord de sa genèse. Alors en fait, César et Rosalie, c'est, je crois, bien le premier scénario original écrit par Claude Sautet et par Jean-Louis Dabadi, puisque les précédents films de Sautet étaient des adaptations de romans. Et en fait, c'est un projet qui remonte très loin. C'est je crois qu'il a commencé à en parler à la fin des années 50, c'est-à-dire d'une femme comme ça qui serait amoureuse, incapable de choisir entre deux hommes que tout oppose. Et il avait commencé à écrire un scénario tout seul qui s'appelait Coup de foudre, ou Le Coup de foudre, je crois. Et donc, c'est un film qui a eu une genèse très compliquée, bizarrement. Moi, je trouve que moi, c'est mon film préféré de Sautet, même si j'en aime beaucoup, mais je trouve que c'est son plus, moi, c'est celui qui me touche le plus. On voit quand même, alors, je voudrais citer, en fait, un livre de Jean-Pierre Lavoignat, qui s'appelle Romy Schneider, Claude Sautet, Coup de foudre créatif, je crois, le titre, aux éditions de La Martinière, où il y a beaucoup d'informations sur justement la genèse, la fabrication des films que Claude Sautet a fait avec Romy Schneider. Donc il y en a quand même plusieurs. Il y a les choses de la vie, César et Rosalie, Max et les ferrailleurs, Mado, Une histoire simple, qui sont quand même vraiment des films très très célèbres et qui ont eu beaucoup de succès de Claude Sautet. Et donc, en fait, dans ce livre, il a eu accès à Claude Sautet. Il a interviewé Romy Schneider à l'époque quand il était à Première. Il a eu accès à beaucoup d'archives. Donc, on peut découvrir vraiment beaucoup de choses sur l'origine du film.
Et donc, on voit vraiment que ça a été un cheminement extrêmement tortueux, alors que le film a l'air d'une évidence comme ça a l'air très fluide. Moi, je trouve que le film ne reflète absolument pas les difficultés que les auteurs, et que Dabadi, en fait, s'est adjoint au scénario assez tard, c'est-à-dire qu'il a d'abord commencé tout seul, et il y avait cette idée comme ça d'une femme entre deux hommes, et il était très troublé parce qu'il pensait que ça ressemblait trop à Jules et Jim. Donc il avait, comme il connaissait François Truffaut, parce qu'il était aussi un script docteur, Sautet, il avait notamment demandé à Dabadi, qui travaillait avec Truffaut à cette époque-là, sur un film qui s'appelait Une belle fille comme moi, parce qu'Une belle fille comme moi et César et Rosalie ont été écrits en même temps par Dabadi. Et il avait fait demander à Truffaut si ça le gênait qu'il fasse César et Rosalie avec un sujet similaire. Et Truffaut l'avait rassuré en disant vraiment que ça lui paraissait très différent, parce que pour lui, dans Jules et Jim, par exemple, son film aussi sur un triangle amoureux, la femme en fait est porteuse de mort, puisque c'est quand même un peu l'ange de la mort dans le ménage à trois. Et dans César et Rosalie, c'est le contraire, c'est-à-dire que la personnage de Romy Schneider est plutôt une force solaire, lumineuse comme ça, et ça se termine pas du tout en tragédie, parce que comme l'a dit Philippe, ça aurait pu tout à fait prendre un tour tragique. Et d'ailleurs, il y a des moments assez dramatiques dans le film, violents même. Mais voilà, quoi, ils sont arrivés à faire un film très différent de Jules et Jim, qui est pourtant la référence, bizarrement, dans le cinéma même international. C'est-à-dire quand on parle de ce genre de film, de triangle amoureux ou de ménage à trois à l'étranger, non, pour un film français, les gens pensent souvent à Jules et Jim, et pas beaucoup à César et Rosalie, qui est pas un film très connu, en fait, outre-Atlantique ou dans les autres pays. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, Jules et Jim est vraiment pas le chef-d'œuvre que tout le monde cite. C'est pas un mauvais film, mais je trouve que César et Rosalie est très supérieur. Et globalement, moi, je trouve que Claude Sautet est un bien plus grand cinéaste que Truffaut, par exemple. Alors, ça en fera peut-être hurler. Je dis pas que j'aime pas Truffaut, mais je trouve que Sautet a été très, très injustement méprisé par une grande partie de la critique française dans les années 60, 70. On disait que c'était toujours des films. Enfin, on connaît la rengaine, que c'était toujours des films sur des quinquagénaires de l'ère giscardienne. Il y en a qui ont critiqué après son changement de style dans les années 90, quand il faisait ses films avec Emmanuel Béard et Daniel Auteuil, alors que je trouve, moi, qu'il a réussi à se renouveler, à justement ce que ratent souvent des cinéastes, c'est-à-dire quand ils ont plus leurs acteurs de prédilection, c'est-à-dire quand ils sont devenus célèbres avec des acteurs avec qui ils ont fait plusieurs films, souvent quand ces acteurs sont trop vieux ou ne sont plus sur le marché, ou sont morts, souvent ils n'arrivent pas à retrouver dans les jeunes générations des comédiens avec qui ça fonctionne aussi bien. Et je trouve que Sautet, avec Daniel Auteuil et Emmanuel Béard, dans quelques films, même si on sentait qu'à travers Emmanuel Béard, il essayait de recréer un peu Romy Schneider, c'est-à-dire surtout dans Nelly et Monsieur Arnaud, lui fait mettre la même coiffure, tout ça, on y pense, forcément. Mais voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est un cinéaste formidable. Enfin, j'ai revu tous ses films récemment, voilà, je crois qu'il est un peu plus estimé maintenant, bizarrement, depuis sa mort. Mais voilà, il y a quand même une grande partie de la critique qui avait tendance à le mépriser, à trouver que c'était pas un grand cinéaste, que c'était toujours les mêmes histoires, ce qui était complètement idiot, parce que en même temps, ils encensaient des films de gens comme André Téchiné ou des gens à qui on pouvait faire les mêmes reproches. Quand on voit ma saison préférée d'André Téchiné, on pourrait se dire que c'est pas loin de Sautet. Sauf que c'est moins brillant, mais voilà, je trouve que c'est un cinéaste qui a été injustement évalué par la critique, qui est assez ignoré par la critique internationale. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment qu'aux États-Unis, on parle beaucoup de Sautet. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disaient que Sautet était incapable de faire un film à partir de choses qu'il n'avait pas vécues. Alors, on s'est toujours posé la question sur l'origine du sujet de César et Rosalie, c'est-à-dire est-ce que Sautet avait été dans un ménage à trois, ou est-ce qu'il avait été amoureux d'une femme qui était amoureuse d'un autre homme, avec qui il était devenu ami. Ils ont dit que non. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y avait quand même une sorte de ménage à trois entre, je crois que c'est connu, entre Pascal Jardin, Sautet et la femme de Pascal Jardin.
On a même dit à un moment que le cinéaste Frédéric Jardin, qui est, je crois, un des fils de Pascal Jardin, était le fils de Sautet. Je crois que c'est pas vrai, Ah. finalement. Mais disons que voilà, il y a l'air d'y avoir quand même une inspiration autobiographique dans ce genre de film. Et donc Sautet, en tout cas, était incapable apparemment de faire un film sans quelque chose qu'il ait vécu. Jeff, avant que tu complètes la genèse de Laurent, moi j'ai lu qu'en fait, c'est Sautet qui parle, il dit qu'il était chez un ferrailleur, et je le cite dans le texte, il dit Oui. un rustre assez beau, très bien sapé, le cigare au bec, l'œil rusé, avec une façon de s'exprimer aussi grossière que pittoresque. Et il était avec une jeune femme très élégante, très distinguée, Ouais. qui l'accompagne. Donc, c'est ce ferrailleur rouleur de mécanique. Et tout de suite, le contraste entre elle et lui s'était imposé à moi. Et je m'étais dit, supposons que je tombe amoureux de cette femme, comment me débrouillerais-je en face d'un tel loustic? Jeff, c'est ça, hein? Le personnage de César, en fait, est inspiré du frère de Claude Sautet, son frère aîné, qui Ok. s'appelait Pierre. Et Claude a toujours dit, moi qui suis introverti, mon frère c'est tout l'inverse. Donc vraiment, il s'est inspiré de son frère pendant des années. Il a dit, je ferai un film où le personnage sera comme mon frère. En l'occurrence, c'était le rôle de César. Et faut savoir qu'au départ, quand Laurent a dit justement que le film s'appelait Coup de foudre, César n'était pas du tout ferrailleur. Il était juge de course de moto Wow. et David était motard. D'accord? Et César, voyant que ce jour-là, que Rosalie, alors il gagne une course de moto, David, et César voit que Rosalie n'a Dieu que pour lui, que pour le vainqueur. Et donc César va le disqualifier, il va trouver un prétexte de truc. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'il avait écrit dans les années 60 au départ, son fameux coup de foudre. Et alors, je vais parler des acteurs, mais pas du casting. Donc, ne commence pas à m'interrompre en me disant que c'est pour Philippe. Je sais, à chaque fois, tu me l'as fait. Au départ, quand ils écrivent le truc, ils pensent à Gaspard et Ventura, pas à Montand parce qu'il a refusé les choses de la vie, justement. Ok. Et Montand hésite, justement, parce qu'il veut pas jouer un cocu. Et Simone Signoret lui dit, elle va le conseiller en disant, mais pour une fois, ça sera toi qui vas le cocu, donc accepte le rôle parce que c'est un super scénario, quoi, tu vois. Et la productrice, donc Michel de Broca, elle aime beaucoup le personnage de Romy Schneider, elle tient absolument à le produire, alors que tout Paris a refusé le film. C'est-à-dire que Sauté n'arrive pas à trouver de production. Et elle emprunte de l'argent justement pour engager Dabadi, pour écrire le scénario du film. Et le rôle de Rosalie, qu'elle avait prévu pour Catherine Deneuve au départ, elle ne peut pas l'accepter parce que elle est enceinte de Chiara Mastroianni. Et l'agent de Sauté propose, donc Romy Schneider, elle dit, putain, je vais pas faire un film encore avec Romy Schneider, on va penser que je n'écris que pour elle, tu vois. Et Dabadi lui dit, c'est pas grave, ce qui compte, c'est que le film soit beau. D'accord. Ensuite, il pense aussi à Brasseur et Depardieu, mais Depardieu beaucoup Attends, Jeff, trop le jeune. casting, c'est pour Philippe? Non, je déconne. Et à Belmondo aussi. Alors, Belmondo, ils ont proposé les deux rôles. Mais quand Montand était engagé, Jean-Paul a dit personne ne va croire que Montand vient chez moi, me pète la gueule et que je réplique pas. Ça serait pas crédible. Savoir que Dabadi n'aimait pas du tout le profil de Rosalie quand il écrivait le truc. Il a dit c'est une emmerdeuse. Il n'avait pas du tout en sympathie, voilà. Et donc il a écrit un personnage assez sombre, assez noir. Et Sauté a dit, il n'était pas du tout d'accord. Il a fait mais là tu m'en fais une pute, c'est pas possible. Voilà. C'est bien, c'était très intéressant. Et en plus, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Jeff, parce que je voudrais demander à Philippe et ensuite à Laurent, qui sont tous les deux scénaristes. Effectivement, Dabadi a dit, c'est comme Jacques a dit, tu sais, il se plaint du fait que c'est une emmerdeuse et qu'il n'arrive pas à écrire pour un personnage antipathique. Ce à quoi Sauté lui répond, ce n'est pas une emmerdeuse, c'est une emmerdée. Est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, d'abord Philippe, écrire pour des personnages que vous trouvez antipathiques? Oui, moi je l'ai fait souvent. Simplement, je mettais toujours quelque chose ou de l'humour, même noir, ou une once d'humanité quelque part pour que j'ai plaisir à le faire vivre. Sinon, c'est très difficile parce que ça devient des clichés et ils ont absolument aucun intérêt, quoi. Même les dialogues s'affaiblissent si le personnage n'a pas un fond d'humanité, un fond de tendresse ou quelque chose. Ouais. Il faut toujours que tu aies une scène au moins où tu comprennes le personnage, enfin où il y a quelque chose, tu vois, tu te dis bon bah il est antipathique, je l'aime pas, mais là par exemple dans cette scène-là, j'aurais pu comprendre, j'aurais pu réagir de la même manière, ou j'aurais pu, tu vois, il faut. C'est intéressant. Comme ça.
Parce que ça amène de l'humanité au personnage. C'est un petit peu le travail que font les acteurs quand ils font des méchants ou des personnages effectivement désagréables. On a parlé récemment sur La Rose et la Flèche, tu te souviens? Où il y Ouais. avait un personnage de méchant très fort qui était joué par Robert Shaw et qui, Ouais. par la façon, les regards de l'acteur, le sourire qu'il avait sur ses ennemis, etc., tout d'un coup devenait éminemment humain. Et ça, je trouve que c'était. Bon, ça peut venir des comédiens et ça peut venir beaucoup de l'écriture, bien sûr. C'est vrai. Mais ce qu'il faut dire, je pense aussi, c'est que ce film-là, quand on lit toutes les étapes de la fabrication, on voit les problèmes qu'ils ont eu tout le long, que ce soit l'écriture, le tournage, c'est très compliqué aussi pendant le tournage. Mais Jay Friedkin, il disait qu'il y avait un movie god, c'est-à-dire, vous savez, on en a déjà parlé, une sorte de dieu qui préside au-dessus du film et comme les fées qui se penchent sur le berceau du film. Et là, on voit à quel point finalement tout s'est aligné pour aller vers la perfection. C'est-à-dire que César et Rosalie avec une autre actrice que Romy Schneider, je suis pas sûr, même avec le même texte, que ça marcherait pareil. C'est parce qu'elle a un visage énigmatique, si tu veux, où par moment, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mais tu es tellement subjugué par sa beauté, par son mystère, que tu arrives justement à pas la trouver, à pas trouver que c'est une salope, justement. Alors, il paraît que c'était curieux parce que les Américains avaient voulu à une époque faire un remake de César et Rosalie, comme ils ont fait un remake je crois, de Jules et Jim, ou tu sais, quand on parlait des remakes. Ça serait appelé Oscar et Rosalie. Et donc, ils ne comprenaient pas ce que les deux hommes trouvaient chez cette femme, à part qu'elle était belle, si tu veux, quoi, tu vois. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient aussi amoureux de cette femme-là. Intéressant. Et ils étaient même venus voir Sautet et Dabadi pour leur dire, voilà, on voudrait faire un remake, mais on voudrait le rendre le personnage un peu plus. Mais là, on comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils lui trouvent les deux là pour être aussi amoureux d'elle? Parce qu'ils la trouvaient pas si fascinante que ça. Et moi, je trouve que si, justement, c'est-à-dire que, mais jouée par Deneuve, qui peut être une actrice mystérieuse par moi aussi, je suis pas sûr que ça aurait fonctionné. Ça nous amène justement au casting du film avec un spécialiste de la question, Mister Sedbon. Casting magnifique, irremplaçable, commencé par Yves Montand, qui trouve un des rôles de sa vie. D'ailleurs, en cherchant un peu, je me suis aperçu qu'il s'est appelé 4 fois César dans sa filmographie. Wow. Ouais, dans Le Diable par la queue de Broca, qui s'appelle César. Dans La Folie des grandeurs, il incarne Don César de Bazan. Dans César et Rosalie, donc, et dans Jean de Florette, où le papé s'appelle César Soubéran. C'est faux. Donc ça fait 4 fois, c'est beaucoup. Hein. Et c'est vrai que c'est un rôle qui lui colle à la peau. Et c'est un personnage, pour moi, c'est le summum de sa carrière. C'est-à-dire, il assume tout. C'est-à-dire sa violence, sa mégalomanie, voilà, sa bêtise, mais son tu te demandes charme. jusqu'à quel point, tu sais, quand on dit que quand les films sont réussis, on se demande des fois jusqu'à quel point, des fois, le personnage ne devient pas même une vision, enfin, un portrait de l'acteur, quelque part. Si, et je crois que Sautet avait dit que pour une des premières fois de sa vie, il s'était lâché. C'est-à-dire qu'il n'essayait pas de paraître plus classe, plus intelligent, plus machin que le rôle, mais il assumait complètement sa personnalité extravertie, pas toujours super sympathique, et parfois super violent même. C'est-à-dire que la scène où il sort un couteau... Il paraît que pendant le tournage, il était très pénible, enfin, avec le genre, les coquetteries d'acteurs, tu vois, du style... Mais à la fin, là, quand il revient, elle, quand même, c'est pour moi qu'elle revient, tu vois, et puis le dernier plan, ça devrait être sur moi, tu vois. Enfin, tu vois, ce genre de coquetterie comme ça, avec le type qui se dit, à chaque fois, il faut qu'on le rassure en disant, si, c'est bien toi le personnage principal, enfin, qui veut tout tirer à lui, un peu, quoi. Il y a dans les autres scènes, lorsqu'il n'était pas sur un plan, Montand venait quand même sur le plateau. S'il y avait une scène avec Samy Fré, Bernard Lecoq, et il passait, il faisait ça. Pour sinon, je vous ferai couper au montage. Laissons Philippe parler de son casting. On l'a interrompu. S'il vous plaît, merci. Donc, pour en finir avec Montand, c'est le rôle de sa vie pour moi, même si Vincent François Paul et les autres, il est fantastique dedans. Mais bon, en tout cas, c'est son rôle. Et derrière, il y a Samy Frey. Samy Frey, un acteur que je ne connais pas très bien, moi, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de théâtre. Je lui ai proposé un rôle une fois, je l'avais rencontré. Il ressemblait tout à fait à David. Et c'est un acteur discret, effacé, qui a fait pourtant une tripotée de films et de bons films. Et là, il est étonnant dans César et Rosalie parce que il est à la fois très agaçant, très pénible, et on s'identifie parfaitement à Montand qui ne peut pas le supporter, au début en tout cas. Il a quelque chose avec sa voix douce, sa façon de ne pas y toucher, qui est très agaçant. Peut-être pour un mec, pour les femmes, je ne sais pas,
Mais il est très étonnant parce qu'il assume complètement ça aussi. C'est ça que je veux dire. Il ne sait pas non plus de se montrer plus sympathique ou plus charmant. Ou, voilà, il est pénible. Mais avant que tu continues, Philippe, j'ai trouvé qu'il était très très beau. C'est un des rares acteurs qui aurait Il est pu très jouer beau. Solal, tu sais, dans Belle du Seigneur. Mm. Et je me suis demandé, parce que moi je l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais effectivement, comme tu dis, il a fait beaucoup de théâtre et peut-être des films qui Ouais. sont passés pour moi, en tous les cas, un peu en dessous du radar. Mais je trouve qu'il aurait pu faire un fantastique méchant de James Bond. Il aurait pu faire plein de films extraordinaires, Sami Frey, quand même. Jeff, tu connais un Il peu a sa fait des- carrière? Oui, oui. Mais alors, savoir que Sami Frey ne revendique pas vraiment le film. Il s'est même pas rendu à l'avant-première Ouais, ouais. à Ah, l'époque. Il n'en parle jamais en interview. waouh. C'est le seul des trois qui est encore en vie. Et lorsqu'il y a des bonus DVD, autant il y a Bernard Lecoq qui en parle. Mais lui ne parle jamais du film, ne l'évoque jamais dans sa filmographie. Alors c'est quand même un rôle qui a quand même magnifié sa carrière. Et ouais, c'est un homme discret, effacé, mais qui a fait une très belle carrière. Jean-Paul avait tourné avec lui dans Les Maris de l'an 2, il s'était très bien entendu avec lui. Mais ouais, c'est un homme qui est plutôt hors système, quoi. Donc je pense pas que c'est un acteur qui a un plan de carrière. Laurent, tu Le penses personnage qu'il a était fait refusé pour lui. d'avoir une carrière plus commerciale au profit de films un peu plus... Ah oui, oui, c'est possible, parce que les Américains sont venus le chercher à un moment. Il a fait d'ailleurs quelques films américains, pas toujours très bons, hein, mais pas Ouais. non plus. Enfin, par exemple, je me souviens de lui dans La petite fille au tambour il me semble bien, hein, je fais pas d'erreur, Oui, oui, de le George Roy Hill. avec, bon, qui n'est pas un film inoubliable d'après John le Carré, avec Diane Keaton, qui était complètement mal distribué dans le rôle. Il était aussi dans La Veuve Noire de Bob Rafelson, Ouais. Ah ouais. où il jouait un personnage qui s'appelait Nuiten. Parce qu'en fait, Bob Rafelson était ami avec Bruno Nuiten, avec qui il avait voulu faire un film, et il devait même faire la Veuve Noire. Il avait appelé le personnage de Sami Frey Nuiten à cause de ça. Si tu veux. Il C'est faisait le drôle. gars qui était le mari à tuer, puisque c'est l'histoire d'une femme qui tue des hommes. Donc, je crois qu'on lui a proposé d'autres films américains qu'il a refusé. Mais oui, ses films les plus connus, c'est La Vérité de Clouseau, c'est César et Rosalie, mais c'était le mari de Delphine Seyrig, hein, je crois, dans la vie. Mais il a dû jouer dans peut-être des films plus confidentiels, ouais, mais rarement des Ouais, il très avait grands fait la succès. voix de Granier de Fer. J'ai un souvenir de cinéma. Le premier film que j'ai vu au cinéma avec lui, c'est ma maman qui m'avait amené. Alors, c'est pas son meilleur film de sa carrière. Le Garde du corps avec Junio et Birkin. Oh là, oui. Et Kevin Costner et Whitney Houston, c'est ça? Ouais, c'était le remake français. C'est avec Junio. Junio, ouais, et Ted Birkin, c'était C'est drôle. Non, mais 95. il était connu surtout pour aussi les films de Godard, quoi. Enfin, Ouais, Bande à part, enfin, bande avec à Claude part, où il Brasseur. danse. Il danse avec ton Et copain Claude on doit le Brasseur. voir dans des films. On le voit dans pas mal de films de la Nouvelle Vague, dans Cléo de 5 à 7, je crois qu'à un moment il fait un passage aussi. Je me Ouais. demande si c'est pas dans le film où on voit Godard aussi. Ouais, c'est assez éclectique. Il a fait Angélique aussi, Angélique et le roi. il a Oh, dû c'est jouer chez drôle. Marguerite Duras aussi, je me souviens plus du titre du film. Mais c'est jamais, voilà, ça n'a jamais été un acteur populaire, tu vois. Ouais. Intéressant. Ce qui l'a pas rendu populaire, peut-être, c'est justement ce dont Philippe parle, quoi, cette espèce de réserve où il peut être un peu agaçant, où on a l'impression qu'il te regarde avec un sourire, tu vois, comme on ne sait pas s'il se moque de toi ou si. Voilà, il n'y a pas un truc d'effet d'identification immédiat comme il pouvait y avoir avec Belmondo ou des gens comme ça, tu vois, quoi. C'est vrai. Mais Philippe, en quelle année as-tu travaillé pour Pilote? Parce que tu as vu, il y a deux dessinateurs de Pilote qui font les dessins de Ouais, Sami Frey dans le film, qui sont Philippe Laureau et Claude Popé. C'était ton ouais, époque ou absolument. pas? Ah non, non, moi c'était l'époque d'après, c'est les années 80. Là, c'était Ah oui, les c'est années ça. 70, qui est la grande, grande époque de Pilote. Et Ouais, moi, quand j'ai travaillé pour Pilote, c'était le début de la fin. Je crois que Goscinny n'y était quasiment plus. C'était d'accord. repris par Guy Vidal. Enfin voilà, c'était un autre Pilote. C'était mensuel, c'était plus politique, plus adulte. Ah ouais, Non, Goscinny non. avait dit à l'époque, si c'est bon est là, je m'en vais. Je me rappelle effectivement. Ouais. Mais vous avez remarqué comme le personnage d'auteur de bande dessinée était souvent un personnage qu'on voyait dans les films des années 70 ou Ouais, 80, alors qu'aujourd'hui j'ai ouais. l'impression qu'on ne voit plus du tout dans les films un personnage qui aurait comme profession de faire de la BD. Enfin, en tout cas, C'est ça ne me vrai, vient c'est vrai. pas à l'idée. C'est J'ai de comme la Fossé pub. dans La Boum. Ouais. Voilà, Exactement, ouais. obligé de C'est un passer dans la personnage. boum. Mais Absolument. c'est très informatisé maintenant, la BD. Hein. C'est C'est-à-dire ça, que les ouais. gens travaillent avec des logiciels, ils travaillent en Ouais, équipe. Il n'y a plus le dessinateur star qui a créé un personnage, c'est etc. C'est ça. des franchises
Et ils C'est vrai qu'à travaillent pas l'époque, les oui, couleurs. Les couleurs sont faites sur ordinateur. Enfin, ça a beaucoup 72, changé. c'était une époque, si tu veux, où la BD était en pleine, tu vois, il y avait Astérix faisait des ventes incroyables. Enfin, donc ça devait être Mm. vu comme une profession, tu vois, quand on parlait de l'évolution du personnage de David, qui devait être motard et là, qui est arrivé à dessinateur de BD, ils ont dû passer par plusieurs stades comme ça. Et moi, il y a un truc dans. Alors attends, je laisse finir Philippe parce que sur le casting, j'ai Oui, un sur le truc. casting, continuons le casting. Donc on en est à Romy. Romy Schneider, qui a là aussi, c'est un des rôles de sa vie, un des rôles emblématiques en tout cas, parce que je pense qu'elle a été mieux. Mais elle a un rôle très très compliqué. C'était la période de sa carrière où elle sortait de la piscine, etc. Elle devenait une vraie vedette française. Et, euh, et dans ce film, elle a un rôle qui n'est pas blanc-bleu du tout, moi je trouve. Enfin, à la revision, Mm. j'étais très étonné de voir la complexité du personnage, Ah sa oui, oui, façon de traiter Yves Montand, de César, oui. Mm. qui est très limite. C'est-à-dire que par moments, elle est un peu condescendante, par moments, elle s'en amuse alors que lui cherche à la séduire, il est prêt à tout pour lui plaire, mais elle a un petit sourire toujours un peu amusé. Et à la fin, je la trouve dure, quoi. C'est-à-dire Mm. quand Montand va dormir sur l'autoroute pour la laisser seule avec David, elle couche avec David. Et là, Mm. je trouve ça un peu choquant, quoi. C'est-à-dire qu'elle saute sur l'occasion et voilà, c'est un Mais personnage qui n'est ouais, pas, malgré qu'il l'ait arrangé dans le scénario, je trouve que ressort malgré tout le côté pas très sympathique du personnage. Pour Et moi, toujours hein. la femme. à un moment donné dans le film, elle essaye au début, là, tu sais, la fameuse scène du poker chez Yves Montand, elle Oui, essaie de jouer la femme modèle, tu vois, oui, oui, elle se la absolument. flamme en cul, chérie, amène-moi des whisky, de la vodka. Donc, elle fait vraiment la petite femme au foyer, Ouais. mais elle voit qu'elle n'est pas dans ce rôle-là, c'est pas fait pour elle. Donc, tu vois, Et dès d'ailleurs, c'est le Oui, soir marrant même même, parce elle que c'est tu pleure, vois, quoi, ouais. dans c'est cette fait un scène, peu avec ironie, tu ça. vois aussi le Mais rapport qu'a Montand avec elle, c'est-à-dire qu'a Mm. César avec elle, parce qu'il lui demande à boire, elle vient pas, et il se lève, il fait, elles sont merdantes. Tu vois ce que je veux dire? C'est très typique, ça. Mais tu vois surtout aussi que c'est un personnage, Rosalie, qui a l'air d'être toujours entre deux hommes. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que la première scène du film, c'est David qui arrive chez Umberto Orsini, tu vois, Oui, qui est absolument. l'ancien mec de Rosalie. Ouais. Mais tu vois que en parlant d'elle, il est très décontracté. Umberto Orsini, tu sais, c'était l'époque des copros où tu voyais souvent ce comédien-là. Je crois même que c'était le mari d'Emmanuel, Sylvia Christel dans Wow. Emmanuel. Et en fait, tu vois que lui ne l'aimait pas, quoi. Pas au sens amoureux, tu vois. C'est vrai. Et tu sens que ça annonce un peu qu'est-ce qui va se passer si tout d'un coup cette femme est entre deux hommes qui l'aiment l'un et l'autre beaucoup, tu vois. Parce que là, mais ça pose quand même le sujet que cette femme a l'air de ne fonctionner que dans des systèmes où pour tomber amoureuse d'un homme, il faut qu'elle soit déjà avec un autre, tu vois. Il y a un truc comme ça. Umberto Orsini, il dit on s'est jamais détesté, c'est juste qu'on s'est jamais aimé. Voilà, c'est ça. La C'est phrase est beau, très ouais. belle, je trouve, d'Elisabeth. Ouais, Ouais, c'est ouais. magnifiquement écrit, mais oui, Et tu as la même scène quand Montand débarque chez Orsini, là où David vient au début du film tout calme, etc. Il vient lui rendre l'argent qu'il a emprunté et tout. Montand, il arrive comme une furie. C'est vraiment c'est là que tu vois les Mais deux ce qui est personnages intéressant aussi, c'est que tu vois que différents. Umberto Orsini, qui s'appelle Antoine, hein, je crois, dans le film, Ouais. il est peintre, hein, c'est ça. Ouais. Donc tu ouais. te dis, c'est pas si éloigné de David qui lui fait des bandes dessinées. Et là, tout d'un coup, elle change complètement avec l'autre qui est ferrailleur et qui a l'air, tu vois, de venir Mhm. qui est pas du Ben, tout un justement, artiste. si tu peux imager la chose, David, c'est un créateur. Il Voilà, crée, puis il fait des dessins. Et l'autre, c'est un destructeur. c'est Ouais, ça. c'est Ouais. Il vrai. détruit, c'est un ferrailleur, etc. C'est vraiment deux personnages totalement. Philippe, tu as vu Ouais. d'ailleurs, Rosalie est présentée dans le film par un tableau. La première fois qu'on voit Rosalie, c'est par un Ouais. tableau Oui. d'Antoine. Et tu parles de destructeur, mais une casse, c'est extrêmement cinématographique. On voit dans Pulp Fiction, on voit, il y a un James Bond aussi, je sais plus si c'est On ne vit que deux fois ou Goldfinger, où on réduit le type dans une voiture, Goldfinger, etc. ouais. Mais c'est Mhm. c'est très beau à l'image, une casse. Et c'est vrai que je comprends pourquoi Ouais, les ouais, metteurs en c'est vrai. scène, ils reviennent souvent, en fait. Ouais. Comme dit Philippe. Jeff, ça symbolise bien César. C'est-à-dire, c'est un bulldozer, le mec. Ouais, C'est un César, c'est un bulldozer. compresseur d'ailleurs. Hein. Ouais. ouais, bravo. Parce que À part qu'à devant Rosalie, il est complètement démuni et il faut vraiment qu'elle lui fasse quelque chose d'impardonnable pour qu'il devienne violent et qu'il la menace physiquement. On en arrive quand même à ça, hein. Ouais, avec La scène le de pose couteau. ce couteau César, voilà, pose le Ouais. couteau César, c'est une scène inattendue. En plus, il a deux têtes de plus qu'elle, Montand. Il est extrêmement grand. Ouais. Est-ce que c'est avant ou après la Folie des Grandeurs? C'est Avant. avant, je crois. la même période, c'est 72. Eh ben, on dirait qu'il fait un peu du De Funès. Il fait hi, hi, hi quand il est avec la petite fille Ouais. et tout. On dirait qu'il De Funésise, comme Ventura pouvait gabiniser un petit peu. Ouais, ouais, j'ai des Ouais, nombreuses facettes. T'as vu, il y avait plein de facettes de César, par exemple. Il y a un truc que j'ai trouvé incroyable, c'est les rapports avec ses frères.
T'as Ouais. vu les deux frères qui sont des cadets, visiblement, il y en a un qui le Ouais. gifle comme une merde à Ah, un mais moment et la donné. gifle, il lui met une vraie gifle, hein, si tu Mais revois, c'est j'ai une revu vraie 2, 3 fois gifle, la ça, scène. alors, Jeff. C'est une Ah vraie oui, gifle. il arrache. Ah, Oui, oui, Ah oui, il arrache absolument. D'ailleurs, tu vois les cheveux. Alors, le comédien, je sais pas si tu l'avais reconnu, c'est Julio Cortés, l'homme qui a le cœur qui saigne. c'est ça, dans le port sur la ville. Petit hommage à Francis, hein, dans Le Peur sur la ville. Alors, il y a Henri Jacquet, avait joué dans À bout de souffle. C'est lui qui donne le flingue à Jean-Paul à la fin du film. Oui, c'est vrai. Incroyable. Le conservateur de Jean-Paul. Et son deuxième frère, c'est joué par Carl O'Neill, Ouais. qui est un acteur qui faisait que des troisièmes rôles à l'époque. Et je me souviens d'une anecdote très, très touchante. Lorsque j'allais souvent manger au restaurant avec Jean-Paul, Carl O'Neill, qui était enfin à la fin de sa vie, qui avait plus trop le sou, etc., passait souvent devant le restaurant pour voir si Jean-Paul, c'était au Café de l'Alma, passait tous les jours devant le Café de l'Alma pour voir si Belmondo était là. Et Jean-Paul lui faisait signe, allez, viens manger avec nous. Ah, c'est Et beau. il était Ah, super, c'était très touchant à voir, ouais. Carlonel, il ressemble un peu physiquement à Montand. Ah, c'est bien Très fait peu. pour un frère, effectivement. Et ces Ouais, deux ouais, frères, on voit que c'est deux lieutenants, quoi, hein. Il croit, quoi. Ouais, ouais. C'est le général et puis ils obéissent, quoi. C'est Il y a un moment, je me demande quand Carlonel se pète la gueule dans les herbes, tu sais, si c'est pas improvisé. Parce que ce que fait Montand, c'est hilarant quand il fait et voilà, cette scène. et voilà. Ça, faut qu'on en parle. Cette scène d'accident au début, là, enfin, Ouais. de faux accident, Sinon, les mômes allaient dans le décor. tout le personnage de Montand est là. Ouais. Parce qu'il faut être fort pour faire ça, hein, tu vois. Là, Ah oui. tout le personnage, Attention. il le présente, et puis tous les gens qui arrivent, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Juste là, voilà, il impose son personnage direct, et puis il écrase tout le monde, Montand. Donc c'est vraiment Ouais. dans ouais, c'est super bien écrit, quoi. Et je vois pas qui d'autre qui Montand aurait pu faire ça, vraiment. Ah, il est magnifique, Steve mais Gassman. Gassman non plus voulait pas jouer un cocu. Cornuto en italien, tout le monde était un petit peu frileux sur ça. Mais on peut parler aussi un peu de Philippe, de Bernard Lecoq, qui ressemble beaucoup Ouais, à Romain, formidable. notre vidéaste. Il est formidable Ouais, dans le film. formidable second rôle. Il joue le copain de l'assistant de Sami Frey. Et Ouais. il est toujours là, il regarde. C'est un peu le regard du spectateur. Ça fait partie de ces règles, souvent, quand tu es scénariste. Hein. C'est-à-dire, quand tu as une scène à deux personnages, Ouais. si tu mets un personnage, un troisième personnage qui est juste là à les observer, la scène prend une autre dimension tout d'un coup. Ouais. Et Lecoq, il est souvent comme ça dans le film, c'est-à-dire qu'il dit pas grand-chose. Hein. Mais tu Ouais. vois, il est là, on ne sait pas si c'est une conscience je sais pas, ou le regard du spectateur, comme dit Philippe, tu vois. Mais ça apporte un truc très mystérieux parce que Sautet était un type très rigoureux. S'il l'a mis là, c'est pour une raison, tu vois. Est-ce que c'est pour que les mecs parlent différemment, tu vois, parce qu'à un moment, c'est du genre, je vais vous laisser, non, reste, tu vois. Enfin, t'as l'impression Ouais, ouais. est-ce qu'il demande à Lecoq de rester parce qu'il a peur que l'autre s'emporte, tu vois, donc il se dit si lui il va faire tampon, mais en même Ouais. temps, tu regardes Lecoq, la manière dont il observe tout ça, ça rend son personnage très énigmatique, tu vois. Et je te dis, c'est une règle qu'on a en scénario, hein, je me souviens, on avait même à l'école de cinéma, c'était même Jean-Claude Carrière qui nous avait dit ça, je me souviens, il disait, si tout d'un coup vous avez l'impression que vos deux personnages dans la scène se disent des choses un peu trop banales, mettez un troisième personnage assis à côté qui les observe, même d'une table voisine. Tout d'un coup, la scène va prendre une atmosphère différente. Tu vois, Intéressant. C'est juste. voilà. Ouais. Il y a Mais, Isabelle bon. Huppert aussi dans un tout petit rôle. Isabelle J'allais Huppert en qui joue la parler. jeune sœur de Romy Schneider, c'est un de ses Ouais. premiers grands rôles. Enfin, grand Ouais. rôle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figurante, elle n'a pas une scène. Voilà, elle a un rôle assez sur la durée du film. C'est un petit rôle, elle a 2 ou 3 moments. Mhm. Et elle est très bien, elle aussi est très lumineuse, très perspicace. Tu vois, quand elle fait des petits commentaires sur la relation entre César et Rosalie et David, elle a des trucs. Quand Montand revient et elle lui dit tu es revenu pour César ou pour. Non, c'est qui Attends, non, c'est Sami Frey. Quand elle dit à Sami Frey tu es revenu pour César ou pour Rosalie. Ouais. Tu vois, c'est des moments très perspicaces. Ouais, et j'adore dans la voiture quand tu as dit mais tu dépasses César. Oui, Ouais. oui, oui. Il n'aime pas ça. Alors, moi, je rebondis. Attends, je rebondis sur ce que J'adore dit cette Jeff phrase. là, parce qu'il y a un truc qui m'a frappé quand je l'ai revu là. C'est l'importance des voitures chez Sautet. C'est-à-dire que C'est vrai. les scènes importantes se disent dans les voitures souvent. C'est-à-dire, Comme aujourd'hui, tu Tarantino. regardes le film, on n'a pas tellement de gens qui sont en bagnole pendant des heures. Là, ça n'arrête pas. Ils sont dans les voitures tout le temps. Tu vois Montand qui prend sa bagnole, tu vois la pluie, tu vois vraiment beaucoup de scènes qui sont dans les voitures. Et quand on parlait, tu sais,
dans Nous irons tous au paradis, tout ça, qu'aujourd'hui on aurait des portables, machin, tout ça. Je sais pas si aujourd'hui on ferait autant de scènes dans des voitures, mais lui avait l'air de considérer la voiture comme faisant partie du personnage presque, Mais- comme si c'était une extension Laurent, du personnage. Tu vois. Laurent, si tu enlèves les scènes de voiture de Il était une fois à Hollywood, le film fait 40 minutes. T'as plein de scènes de voiture dans Oui, mais c'est pas, dans oui, le- mais c'est pas pareil. Là, tu vois vraiment que c'est des scènes de dialogue souvent. Et tu te dis souvent, Ouais. bon, ils se parlent dans la bagnole, mais souvent on se demande même s'ils font pas faire un tour en voiture pour parler. Si la voiture n'est pas C'est synonyme drôle. de discussion. Tu vois, quand C'est tu as exact. à Intéressant. parler avec Ouais. quelqu'un, tu pars en voiture, quoi. Ouais, Et c'est moi, ça vrai. m'a fait penser à une chose qui est le théâtre. Tu sais, souvent, quand tu as des scènes au théâtre où la scène est illuminée et que Ouais. tout d'un coup, ils s'éteignent tout, sauf Ouais. le morceau Ouais. avec les personnages qui parlent. Ouais. C'est-à-dire, c'est une bulle qui est créée, la voiture, où Ouais. on peut se dire des choses importantes en oubliant l'environnement. Et ça, c'est un absolument. truc que fait sauter très souvent, effectivement. Oui, mais D'ailleurs, ce qui est bien, la voiture de David, elle a une couleur bien particulière, la couleur orange, ce qui fait qu'on Ouais. on la repère de suite. C'est cet intrus là qui va rentrer dans sa bagnole, dans sa vie avec cette voiture orange. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est pas mal, qui est très bien quand il rentre César Rosalie rentre du mariage. Hmm. Il s'est vite rendu compte que le mec qui était là, ça allait être c'est une bombe à retardement, ça m'y ferait en fait. Quand il arrive, il dit juste, j'aime Rosalie, c'est juste pour lui mettre ça dans la tête déjà. Et dans la voiture, Montand fait le faux cul en disant comment il s'appelle ce type? Il fait, je connais pas le type. Oui, il connaît très bien son prénom, hein, mais il dit Daniel, Dany. C'est super bien joué alors qu'il connaît très bien le prénom de David. Forcément. dessins dans les coins, tu vois. L'argent, Oui. Je gagne de c'est l'argent. très élégant. C'est très élégant. Quand elle dit c'est très élégant, ça bravo. Par moment, Et tu te dis, ramène mais tout à l'argent, Montand. C'est-à-dire que Ouais. tu as vu les chaussures Ouais. 27, Mais à votre avis, c'est À votre avis, impressionnant. pourquoi elle est avec Montand, si tu veux? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui me disaient, ouais, elle doit être avec lui pour le fric ou pour le. Parce qu'elle est plutôt attirée, tu vois, par Umberto Orsini, machin, des mecs qui étaient plutôt artistes. Alors que là, il y a des femmes souvent hein, qui passent d'un homme à quelqu'un qui est complètement différent. Mais est-ce que c'est parce qu'il est plus vieux, un truc sécurisant? Non, Ouais, ça n'a non, pas l'air pour- d'être pour ça, moi- parce qu'il est très fragile aussi, tu vois. Non, pour moi, Elle c'est parce travaille qu'il avec lui. il est Attends. fou amoureux d'elle. C'est un truc qu'elle n'a pas dû connaître avant. La preuve, Mhm. Orsini, qu'il n'aimait pas, et David, qui est quand même très en retrait. Mais lui, Ouais. il est fou amoureux d'elle. Sanguin. C'est-à-dire qu'il- Ouais. il peut tout faire pour elle. Il l'a prouvé. Elle aime pas ses chaussures. Il coupe les lacets avec un couteau. Enfin, tu vois, il est complètement red dingue d'elle. Et je pense que ça la touche, ça la flatte, tu vois, ça l'émeut, quoi. Mais la détresse de Montand l'humanise énormément parce que tout d'un coup, le grand escogriffe rétrécit devant nous. Et il y a Ouais. une chose aussi quand il dit j'ai tué un homme pour elle. Quand il dit ça, Oui, c'est formidable. extraordinaire. Comme il ment. Et qu'elle lui dit Mais après, elle lui c'est ce laisse qui un va le mot. perdre, Elle lui ça, laisse un mot. Elle lui laisse un mot et elle dit ne tue pas trop de types pour moi. Ouais. Mais c'est ce qui va lui faire perdre Rosalie, justement, sa mythomanie. Lorsqu'il Ouais. dit j'ai tué quelqu'un, elle est enceinte, on va se marier, enfin il invente n'importe quoi, c'est ce qui fait qu'elle va se barrer. Elle va se barrer vraiment. Et juste un truc pour terminer avec le casting, c'est même pas un comédien, c'est un culturiste guadeloupéen qui s'appelle Serge Dubré. Bien Et je l'ai sûr. reconnu à son intonation de voix. Il est dans la ferraille quand ils sont dans la casse, oui. exactement, J'ai bien quand ils vont vu. Le déjeuner ensemble. professionnel. Et en fait, c'était voilà, et ce gars, on le voit dans le documentaire Pumping Iron avec Schwarzenegger Ah, wow. et Lou Ferrigno. Wow. Ouais, ouais. Ouais. Donc c'était un Extraordinaire. mystère univers là. Ouais. Et il est dans le professionnel, et je l'ai reconnu à sa voix dans le professionnel. Il dit à Jean-Paul, dis donc, qu'est-ce que c'est que ces caprices? C'est lui qui lui fait la piquure. Et Extraordinaire. voilà. Vous avez remarqué au mariage, quand Montand chante, il y a la musique des Visiteurs de Ah ouais, c'est Jean-Marie vrai. Poiret. Ouais, dans le personnage de César, ce qui est impressionnant, c'est sa faculté d'adaptation. C'est comme un Ouais. caméléon. C'est-à-dire qu'il arrive au mariage, il chante, tout ça, il faut que tout passe par lui. Et le plus impressionnant, c'est quand il descend à 7 Mm. pour retrouver. Il est dans le bar le soir, on dirait qu'il est chez lui. Tous les mecs C'est qui vrai, sont là, c'est vrai. ils battent, c'est impressionnant. Et Ah, extraordinaire. Voilà, c'est son charisme, c'est ça qui fait le personnage. Hein. C'est un Ouais. charisme inouï. Et puis la façon, on en parlait tout à l'heure en rigolant, mais quand il arrive à 7, tu sais, et qu'il les Hmm. trouve sur la plage, il s'assoit sur un tronc d'arbre ou je sais pas quoi, il croise les jambes. C'est pas du tout un geste qui lui est naturel, c'est pour faire élégant. Tu sais, et il dit avec cette voix un peu flûtée, il fait un temps à Paris, hideux. Elle est magnifique, Pas cette du scène. tout. Il parle pas comme ça normalement, donc c'est pour Ah, faire c'est le très mec. joli. et pour placer, parce que tout est calculé chez Montand. À un moment donné, il parle à Henri Schneider, il fait ouais, j'ai un texte à traduire, je l'ai amené.
Et plutôt de sortir le texte, il sort la maison, la photo de la maison. C'est magnifique. Et pourquoi tu as la photo? Ah ouais, mais je l'ai acheté. C'est calculé chez le mec, c'est impressionnant. Ouais. Et quand il arrive, il est sans gêne, c'est-à-dire il arrive avec la bagnole sur la plage, ouais. tu vois le regard de Sami Frey, qu'est-ce qu'il fout là? Le mec nous a retrouvés au bout du monde. Enfin, au bout du monde, façon de parler, quoi. Comment il a fait pour savoir qu'on était là? Mais elle est pas facile à écrire, cette scène, elle est magnifiquement écrite, comme il prend sa cuisse de poulet parce qu'il a faim, parce qu'il a fait de la Elle route. lui jette comme un animal dans un zoo. Exactement. Mais il y a une violence dans le film quand Sami Frey et César en viennent aux mains. C'est extrêmement bien fait. Ça, c'est en général, ça fait très bidon dans les films parce que les acteurs veulent pas se faire mal, tu vois. Mais là, il le jette et c'est comme la gifle à son frère. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est méthode, c'est vrai, quoi. C'est fou. Mais respect à Romy Schneider, parce que tu as vu, elle a un petit gabarit, hein. Tu as vu qu'en Ouais. montant la balance dehors Incroyable. contre la porte et ensuite dans le couloir, elle Ouais. joue pas. Enfin, elle le fait, hein. Il C'est le fou. fait vraiment. Ouais. Et je trouve ça très étonnant que au montant et finalement quand on sait à quel point il était imbu de lui-même, macho, mégalo, comment il a pu finalement accepter de se montrer sous un C'est jour fou. très antipathique, hein, quoi, parce C'est fou, que mais ça prouve son intelligence quand même, parce que c'est son meilleur rôle. Il est lumineux, il est extraordinaire dans ce film. Ouais. Donc, Oui, parce qu'on l'aime malgré, c'est-à-dire on le connaît et on l'aime quand même. exactement. Nana, il a été longtemps sous-employé, en fait, parce que même son époque, Costa Gavras et tout ça, il a très longtemps été sous-employé. Il avait une fois, la première fois, je crois, où il avait abordé des rôles comme ça, c'était le film de Broca dont on parlait, Le Diable par la queue, où il jouait un grand méridional agité comme ça, etc. Ouais. Et il y a eu Compartiment tueur, je crois, avant, de Costa Gavras, où il jouait un espèce de flic qui avait l'accent marseillais, qui était lui aussi un peu extraverti, un peu, voilà. C'est les premières fois où on a commencé à se dire, il a un impact comique. Il arrive à mélanger la force physique et le côté mais en fait, enfantin, là, parce qu'il est complètement enfantin, c'est vrai, mais César. il y a une anecdote en fait que au départ il voulait pas de montant, Claude Sautet quoi pour César, et c'est en allant à une projection, alors je sais pas si c'était un film de Costa Gavras où Montand se trouvait là, en entendant parler Montand après la projection, où justement il était dans ce registre très exubérant, machin tout ça, où il s'est dit putain mais en fait il peut le faire quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait découvert, parce que comme tu disais dans les films jusque-là il était plutôt taiseux, tu vois, dans le cercle rouge, tu vois, enfin, c'était pas vraiment le gars qui en faisait des tonnes avec les mains et tout ça. Et là, il l'a découvert comme ça, il s'est dit qu'en fait, il pourrait jouer César. Tu vois. Ouais, absolument. Absolument. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que ça régit toute la suite de sa carrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est lâché une fois, il y a plein de rôles qui étaient écrits en fonction de ça, et lui-même il recherchait. Des fois, il est insupportable, moi, je trouve, dans ce tous les grands escogriffes, le tout film feu, tout flamme de Rapneau, voilà, Tout feu, tout flamme et tout. C'est vrai que c'est à la limite insupportable. Jeff, Montand a fait un passage à Hollywood, puisqu'on voit cette photo que j'ai postée où il est à la Paramount avec Clint Eastwood, Lee Marvin, Barbara Streisand. Il a fait Le Milliardaire avec Marilyn. Est-ce qu'il a eu une carrière vraiment américaine un petit peu, où c'est comme Gabin, il est passé, il est reparti? Non, il est passé. Non, ça n'a pas. Il a chanté aux États-Unis, je sais, il a fait dans des tours de chant. Ce qui est très amusant, c'est que dans cette photo-là que tu mentionnes, Jean, il me semble, alors c'est peut-être pas cette photo-là, mais enfin ça a été pris le même jour parce qu'il y a eu plusieurs photos. Il me semble qu'il y en a une avec Robert Evans, hein, qui était donc le patron de Paramount à l'époque. Ouais. Et très curieusement, pendant le tournage de César et Rosalie, Romy Schneider avait une liaison avec Robert Evans, quoi, parce qu'elle était mariée à Harry Mayenne. Et ce qui est drôle, c'est que César et Rosalie a dépassé le parrain après, tu vois, en France, quoi. Mais donc, et Bob Evans avait un peu ce look, je dis pas qu'il ressemble à Sami Frey, tu vois, mais il y avait un truc, il y a eu une relation, en tout cas, entre Romy Schneider et Bob Evans qu'on connaît pas, et elle était elle-même mariée à l'époque, tu vois. Donc, je pense qu'elle vivait aussi dans sa vie privée une situation pas loin de celle de Rosalie, quoi. Intéressant. Le fameux soir, tu sais, la scène de poker, on dirait que le mec, il n'a aucun savoir-vivre. C'est-à-dire que Romy Schneider vient d'apprendre qu'il y a un gars qui est mort, là, que Emmanuel a perdu son ami. Et elle lui dit, Emmanuel, le gars s'est tué en voiture. Il fait, sans blague. Et après, il a dit, tu m'avais pas dit que c'était un petit con, celui-là? Ouais, c'est ça. Et je trouve que la scène m'a fait penser au dîner de con. Tu sais, la scène où il téléphone, il est en panique. Il pense qu'elle est chez... comme Antoine. dans Thierry Lhermitte pense qu'elle est chez Juste Leblanc, il pense qu'il est chez David, donc il essaie d'avoir le numéro de téléphone, tu sais, dans le vérité.
C'est vraiment très très bien. Ou chez Menot. C'est vrai. Mais si le film avait été fait aujourd'hui, toute cette dernière partie de film où David et César sont ensemble, quasiment comme un couple, ils se seraient embrassés sur la bouche. Ah ben sûrement, ouais. Il y a une très belle phrase dans le film. Elle balance ça à David parce elle en met une couche à montant, mais elle met quand même quelques scuds à Sami Frey. Elle dit si César me perdait, il irait au bout du monde pour me ramener et ça lui prendrait pas 5 ans de sa vie et 5 ans de la mienne. Ah ouais. Bah, il se prend ça, il se la mange. Non, mais là-dessus, après, on va parler tout à l'heure après de Dabadi et Sauté, mais Ce qui est très vraiment curieux, c'est que William, le personnage de David, il s'appelait Polo, je crois, au départ. Après, il s'est appelé Daniel. Et après, il s'est appelé David. Et Daniel et David, en fait, c'est chez Romy Schneider, elle a eu un mari qui s'appelait Daniel. Je crois que c'est Daniel Biassini, qui est le père de sa fille. David, c'était le prénom de son fils. Ce sont des prénoms juifs, c'est-à-dire Romy Schneider, Sami Frey est juif aussi dans la vie. Et il y a quand même elle qui a été très marquée par le passé de sa mère, puisque quand même Magda Schneider on a dit que c'était la maîtresse d'Hitler et Romy Schneider a joué enfant au pied d'Hitler, quoi, si tu veux, quand même, tu vois. Et elle a porté ça toute sa vie parce qu'elle allait au Berchtesgaden. C'est pour ça qu'elle a Berghof, là, le chalet d'Hitler, tu vois. C'est pour ça que ses enfants, elle les a appelés Sarah et David. Et elle a toujours voulu jouer des victimes de nazis, c'est-à-dire que ce soit dans le train, que ce soit dans le vieux fusil, tu vois. Enfin, c'était quelque chose qui la poursuivait. Donc là, c'est quand même, elle a un amant avec Sami Frey, tu vois. Il y a quand même le mec lui-même, je crois, il y a une passé avec sa famille qui a été quand même victime des nazis. Donc il y a quand même, tu vois, dans le passé des acteurs, il y a des choses, tu vois, qui devaient aussi être très intéressant. Oui, ça fait tout le substrat du film, c'est-à-dire tout ce truc qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas forcément. Ça donne une vérité, une immédiateté à tout dans ce film. C'est vrai. On croit à tout. On croit simplement à tout. Donc c'est pas si courant que ça. Par exemple, on croit que Sami Frey dessine la BD. Mais en général, dans les films, je trouve ça bidon. Là, j'ai cru. Ouais, c'est vrai. Vous n'avez pas remarqué que Claude Sauté, il filme souvent Romy Schneider de dos dans Les choses de la vie, une des premières séquences où la voit quand elle sort du lit. Elle est de dos, elle écrit à la machine. Dans le film, son premier plan, quand Montan rentre dans la chambre, elle est de dos. Le jour du mariage, Sami Frey la voit de dos, elle sent un regard sur les lèvres. Chaque fois, il Sauté la filme de dos. Voilà. Mais c'est que c'est le système Delon, ça. Delon, quand il apparaissait dans un film, très souvent c'était de dos et tout d'un coup il se retournait vers la caméra. C'est un système. C'est que Jean Weber adore quand on filme le héros de dos. Ah, j'adore ça, ouais. Comme dans The Wrestler avec Mickey Rourke. Il y en a plein. Je crois même que Travolta dans Grease, la première fois que tu le vois, il se retourne. Tu vois, enfin, Eastwood, il a dû faire ça aussi plusieurs fois. Tu vois, enfin, c'est un truc de star, quoi. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est une introduction d'une star. Steve McQueen le disait dans Le Mans. Oui, parce qu'une star est une star de dos aussi. Oui. Sauté, il a quand même aussi révélé la sensualité, je pense, de Romy Schneider aussi, parce que c'est une actrice qui filmait souvent nue. Je veux dire, quand tu la vois, ou en tout cas, quand tu la vois au début des choses de la vie, sortant d'un lit, tu vois, enfin, souvent nue sur un lit, tu vois. Il y a un plan comme ça dans César et Rosalie aussi. Elle est de dos, mais allongée nue dans un lit, je crois, avec, je sais plus si c'est avec César ou avec David. Non, mais il a quand même révélé une grande sensualité de Romy Schneider, qui au départ était plutôt sissi, tu vois. Enfin, même, ça a commencé avec la piscine, ça, quand même aussi mais disons que la carrière de Romy Schneider, elle était une actrice extrêmement sensuelle à l'écran, si tu veux, beaucoup plus que Catherine Deneuve, par exemple, tu vois, qui est belle aussi, mais qui n'était pas utilisée sous le même registre de sensualité, quoi. Absolument. Mais je voudrais signaler également, avant que Jeff nous parle un peu de Sauté et Dabadi, le dialogue de Dabadi qui est magnifique quand il dit, par exemple, quand ils sont en voiture, comme tu disais, Laurent, ils sont tout le temps en voiture, quand il dit tu vas trop vite, il n'y a personne, il y a les arbres. Ça, c'est superbe. Et à la fin, on a la voix off de Michel Piccoli à propos de voiture, les choses de la vie. Ouais. Tu dis que c'est la voix de Sauté un peu, quoi, peut-être. Ouais. Et par contre, justement, tu parles de la fin. La fin qui était envisagée du film, pour la première fois, c'était la voix off de David. La fin qui a été écrite, c'est vrai, qui n'a pas été retenue. Donc, je vais vous le dire, évidemment. Donc, la scène se passe en voiture. C'est Montan qui conduit, David qui est côté passager et Romy Schneider qui est derrière. Et cette séquence est filmée et tu as la voix off de Sami Frey qui dit « Aujourd'hui, nous roulons dans une voiture neuve que César a achetée. Il y a du givre sur les vitres et César a remonté le col de son super manteau de fourrure.
Je suis à côté de lui, Rosalie est derrière, et César roule tout doucement, car Rosalie attend un enfant. Elle nous a pas dit de qui. Son manteau de laine avec ses joues roses vifs, elle a l'air d'une petite provinciale que nous aurions pris en stop. César prend une cigarette, je lui donne du feu, il sourit, et moi aussi. Voilà. Ah. Donc, en fait, à la fin, Romy Schneider était enceinte, mais on ne sait pas duquel des deux. Et cette fin-là n'a pas été retenue. C'est faux. Mais la fin là est magnifique, je trouve que c'est bien mieux de la montrer. On sait même pas. Elle revient. Alors forcément, elle revient. En fait, c'est chez César que ça se passe. Hein. Oui, c'est Je suis chez en train de César. manger des huîtres. Donc quelque part, si elle arrive en taxi, tu te dis en fait, elle allait chez César. Donc sans savoir que David était là. Donc c'est pour ça que mon chien, il était très content. Il disait, elle vient moi, tu vois. Et en fait, tu vois le jeu de regard, c'est-à-dire que tu vois que lui, il est en train de parler et en fait, c'est Sami Frey qui la voit le premier, hein, puisqu'il la voit à l'entrée du jardin. Et tu vois que Montand regarde Sami Frey, voit que Sami Frey regarde quelque part, se tourne, la voit, et à ce moment-là, tu vois Sami Frey qui regarde Montand avec un sourire, tu vois. Donc il y a une espèce, la triangulation reprend, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit que Vous trouvez pas qu'il y a un truc? ça passe dans une relation à trois à nouveau, quoi, tu vois. C'est vrai. Vous trouvez pas qu'il y a un truc enfin, moi, ça m'a fait ça cette fois-ci. Quand Romy Schneider pousse la grille, tu sais, de chez Montand à la fin, et les deux l'aperçoivent, il y a un truc du genre, oh merde, tu vois, ça se passait si bien entre eux. Ça va tout foutre en l'air à nouveau. Et elle revient, tu vois. C'est-à-dire que l'arrêt sur image te fait te poser la question, c'est-à-dire tu te dis tout est possible, c'est-à-dire que peut-être que ça va très bien se passer, peut-être que ça va à nouveau très mal se passer. Ça laisse un doute. Il y a ça dans le film de Blier, dans La femme de mon pote, tu sais, quand elle revient à la fin. Un metteur en scène moins doué, tu vois, aurait peut-être montré Rosalie rentrer dans la maison, s'asseoir avec eux, commencer à manger des huîtres et la caméra recule, tu vois, quelque chose comme ça. Non, là, il y a une sorte de suspension un peu. Pour parler de cette scène encore, parce que moi je trouve elle est admirable cette scène, c'est quand on les voit tous les deux seuls, d'abord David et César. Tu as vu la manière dont ils ont simplement de montrer que Montand il rangeait des voitures et qu'il a vieilli. C'est le petit gilet en laine. Jamais il aurait porté ça avant, jamais. Là, il a une aire de pré-retraité, tranquillou. C'est formidable. C'est vraiment des petits trucs à peine perceptibles, tu vois. Et le jeu de regard, tu vois David, les deux regardent Romy Schneider, et après, tu as juste David qui regarde Yves Montand. En train de regarder. Moi, en le revoyant là, souvent, hein, parce que souvent on ne fait pas attention tellement à la mise en scène de Sautet, c'est-à-dire on a tendance à dire il fait bien jouer les acteurs, tu vois, c'est bien écrit et tout ça, mais tu remarques souvent il filme, on sait très bien hein, qu'il filme souvent des tablés où les gens sont dans des banquets, des cafés, tout ça, mais il y a tout d'un coup souvent un moment où il arrive par vraiment le découpage, et même l'utilisation de la musique, la manière dont les bruits s'estompent, à faire apparaître la solitude d'un personnage au milieu de plusieurs personnes. C'est-à-dire, et ça, c'est pas facile à faire. Tu vois, quoi. Et là, mais il utilise beaucoup, presque tout le temps, les très longues focales, qui fait qu'effectivement, les personnages sont très nets et l'environnement est flou ou très flou. Souvent, tu vois le personnage rire, manger, et puis tout d'un coup, il y a un voile qui passe sur son visage, souvent Romy Schneider, tu vois, et tu vois tout d'un coup, tu ressens la solitude du personnage au milieu des autres. Et ça, c'est pas facile à faire cinématographiquement. C'est vrai. On n'a pas parlé de la musique, il faudrait en parler aussi. Ah oui, il faut parler de Dabadi. Tu m'avais lancé sur Dabadi sauté, mais j'ai rien dit. Donc, Non, attends, justement. D'abord, Philippe Sard, qui fait une musique à la Nino Rota qui est sublime. Oui. Je trouve que la musique de Sard, moi j'adore Sard, hein, je veux dire, même dans d'autres films que les films de Sautet, même si certaines de ses plus belles musiques, c'est les films de Sautet, mais je trouve que dès le début, tu as l'impression que la musique, c'est le battement de cœur du film. Si tu veux. Et tu as notamment ce thème, tu vois, où tu as l'impression que c'est des battements de cœur, tout, tu vois, comme ça. Et la musique, mais vraiment, tu enlèves la musique de César et Rosalie ou des choses de la vie, mais il y a une dimension qui disparaît dans le film aussi, si tu veux, parce qu'il y a quelque chose de tellement puissant et qui se marie tellement bien à la fois avec les personnages et avec les... Et Sard, c'est quand même... il a fait tellement de musique, hein, parce que c'est un type qui est extrêmement productif, surtout dans cette époque-là, où il était jeune d'ailleurs, hein, parce que je crois qu'il a fait les choses de la vie, il avait à peine 20 ans, je crois. Et tu sens quand même que le cinéma français de l'époque est vraiment... Sard a composé quand même les années 70, tu as quand même un nombre de grands films français
qu'il a mis en musique, c'est assez impressionnant. Alors qu'après, C'est vrai. moins peut-être dans les années 80, 90, mais les années 70, sa productivité est incroyable. Il a écrit pour Tavernier, Sautet, enfin le nombre, Giovanni, enfin c'est du dire. Mm. Lautner, c'est assez incroyable quand même, tu vois. Et je trouve que c'est un compositeur. Moi, j'ai réécouté vraiment beaucoup de ses musiques. Il y en a plein de différentes, même si on reconnaît des accents, tu vois. Moi, alors, je sais pas s'il est sous-estimé, hein, parce que moi, souvent, j'avais l'impression qu'à une époque, il était sous-estimé, plus tellement maintenant. Mais la richesse musicale de Sard, ça contribue aussi pour beaucoup à l'identité de ces films-là. C'est vrai. Quand il avait fait la musique de Mort d'un pourri pour Georges, pour Lautner, Ouais. il avait dit qu'est-ce que tu une des peux plus belles. comme musique. Il avait dit, et Georges lui dit, faudrait un truc comme Stan Getz. Ouais, il On va l'a pas faire comme Stan Getz, on va prendre Stan Getz. Je dis, mais ça coûte cher, c'est pas grave. Savoir que Sard a fait toutes les musiques de Sauter, des choses de la vie jusqu'à Nelly et Monsieur Arnaud, sauf une. Vous savez pas laquelle? C'est Un cœur en hiver. Il était juste directeur musical, parce qu'il a pris des musiques classiques pour le film. C'est de la musique classique, ouais. Voilà, il était juste directeur musical sur Le cœur en hiver. Ouais. Sinon, il a fait toutes les musiques de Sauter. Ouais. Jeff, à propos d'Abadi Oui. Sauté, un petit chapitre rapide. Oui, un petit chouïa. Alors, j'ai la chance de rencontrer Jean-Loup Dabadi. J'ai passé une ouverture du Festival de Cannes avec lui. On avait vu un film en ouverture. Je tairai le nom, c'est un film français. Et tout le monde me dit, Je sais, moi. c'est mauvais. C'est mauvais. Je dis, c'est une catastrophe. Et je vais vous faire mon avec Brasseur que j'avais fait. Il m'avait envoyé un petit message pour me remercier. Les fantômes de Alors oui, Smack. Claude Sauté d'Abadi. Alors, Claude Sauté aurait fêté ses 100 ans cette année. Il était né un 23 février, comme Emily Blunt, Peter Fonda et Jacques Séguéla. Dabadi, de son côté, est né un 27 septembre, comme Christophe Bourseiller et Jean-Marc Barr. Voilà. Et en fait, Sauté, donc, il avait fait ses 2 premiers films, Classe Touriste et L'arme à gauche, qui n'avaient pas vraiment fonctionné. Donc, il s'était rabattu sur son rôle de scénariste ou consultant de scénario. Et Dabadi, lui, on l'avait embauché pour adapter un roman, fin des années 60. Et il l'avait écrit et il voulait avoir la vie de Claude Sauté. Donc, il l'appelle. Il faut là, Monsieur Sauté, il ne se connaissait pas vraiment. Il fait, pose-moi ça sous mon paillasson, je vais le lire. Et c'était Les choses de la vie. Et évidemment, Sauté le rappelle le lendemain en lui disant, je veux le faire. OK, on va le faire ensemble. Savoir que Les choses de la vie, au départ, c'était Ventura et Montand qui ont refusé. Donc, ça s'est passé, évidemment, il a donné le rôle après à Piccoli. Et lui, Claude Sauté, voulait Annie Girardot. Et la prod a dit non, faudrait Romy Schneider. Et là, Claude Sauté, hors de question que je fasse un film avec Sissi Impératrice. Il dit ça comme ça. Mais le prod dit rencontre-la, tu verras, elle est vraiment, c'est une femme. Et il va au studio de Boulogne-Billancourt, où Romy Schneider faisait la post-synchro de La piscine en anglais. Et là, c'est un coup de foudre. Voilà. Et donc, Dabadi et Sauté vont quand même écrire donc Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, César Roisiali, Fin sans François-Paul les autres, Une histoire simple, et Garçon, qui était leur dernière collaboration. Et suite à l'échec de Garçon, enfin l'échec un peu critique, et ça n'a pas fait un super carton au box-office, leur collaboration s'est arrêtée et Sauté s'est dirigé vers Jacques Fieschi et Jérôme Tonnerre pour les derniers films de sa carrière. Voilà, bref. Bon. Formidable. Bon. Savoir aussi quand même que le Claude Sauté, vous ne saviez pas qu'il avait une légende comme quoi il avait collaboré avec Alfred Hitchcock. Hitchcock l'a demandé d'être script doctor sur la corde. Et puis il a dit non, parce que la corde a sauté sur l'affiche. Ouais, la corde a sauté sur l'affiche, elle ne ferait pas bien, quoi. C'était pour finir sur une note d'humour. Hein. J'ai vu la tête de Laurent sur la corde. Bravo. Bien, merci mes cinébuddies pour ce manège à trois dans la France de notre enfance. Sauf Philippe qui avait déjà 47 ans à l'époque. On se retrouve très vite pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, comme le veut la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase Laurent, Jeff, Philippe. Laurent Bachot, bonjour chez vous. Jeff Domenech,
Je fais pas des petits podcasts avec Jean Weber, moi. Je fais de l'argent. Philippe Sedbon, merci de votre attention. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui, comme tout le monde, est amoureux de Rosalie. Et maintenant, spéciale dédicace pour Philippe et Margot. Le chat de Philippe Sedbon qui mange la bonne cuisine et qui fait des ronrons sur un bel édredon don don. Oh, 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 oh. Hi, 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 hi.